Êtes-vous prêts? Avez-vous dîné correctement? On a eu un petit peu chaud. Alors, maintenant, nous avons la joie d'avoir le père Michel Tournade. Je suis désolée, mais je le dis. Et religieux oblate de Saint-François de Sales. Oblat. Pardon, Oblat, c'est les sœurs. C'est des filles qui sont oblates. Et prêtre, docteur ès lettres, enseignant au lycée et curé d'une paroisse à Annecy. Il est l'auteur de livres Un monde à aimer et une introduction, une adaptation à l'introduction à la vie dévote de Saint-François. Il y a plusieurs livres là-bas et vous pouvez les acquérir, moyennant finance. Voilà, merci beaucoup. Alors, je prends la montre parce que c'est toujours très imprudent en période digestive de laisser la parole à un professeur. Voilà. Donc, Michel Tournade, je suis effectivement curé à Annecy, paroisse Christ ressuscité, ce qui est d'ailleurs pour moi un objet de foi extraordinaire, parce que j'ai pris mes fonctions. Tout le monde m'entend bien? Ma voix n'est pas terrible, j'ai essayé de prendre du lait pour avoir la voix lactée, mais c'est pas bon. Et donc, j'ai pris mes fonctions il y a 16 ans, donc l'évêque m'a un peu oublié dans ma fonction maintenant, et donc le téléphone a sonné, et la personne de permanence a pris le téléphone et a dit cette chose extraordinaire: Christ ressuscité, j'écoute. Vous savez, c'est une paroisse pareille, ça ne s'invente pas. Alors, effectivement, j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement, donc chef d'établissement, et puis professeur, lettres, philo, enfin voilà. Et j'ai encore la joie de voir des lycéens maintenant, donc pour ce qu'on appelle la formation humaine. C'est une formation éthique, philosophique, spirituelle, que l'on demande à nos lycéens de suivre. Nous avons un établissement à Annecy de 2000 élèves, et voilà, bon, ça occupe aussi pas mal. Cet après-midi, j'étais avec eux, donc à Tamier. Alors, on m'a demandé de parler de Saint-François de Sales, que vous situez dans son époque, je pense. Je vais aller très vite au niveau biographique, parce que, comme diraient les jeunes, on trouve tous sur le téléphone portable, et si vous vous ennuyez pendant cette conférence, vous regardez donc sur Google ce qui peut manquer à mon explication. Donc, 1567-1622, deuxième génération de la Renaissance. Un monde qui se décompose et qui se recompose. Très proche du nôtre, de ce point de vue-là. Les horloges semblent tourner plus vite. Bon, pourquoi? Parce que ce qu'on avait cru stable, à tout point de vue, eh bien ne l'est plus. À commencer par le cosmos, puisque on commence à découvrir que le géocentrisme, l'anthropocentrisme qu'on croyait établi, le monde n'étant pas si grand, hein, donc vous savez, le monde, on le voyait un peu comme une assiette, voilà, moi je prends souvent l'exemple, l'assiette de la Sodexo. Donc vous avez le choix, quand vous arrivez un peu en retard, entre purée et purée. Alors, vous prenez purée. Et puis la viande hachée reconstituée avec du soja, ça ne vous inspire pas trop, donc vous en restez à la purée. Et vous mettez une petite louche de sauce. Ça, c'est l'univers au temps de Saint-François de Sales, oui, assiette. Et au-dessus, on pourrait mettre 7 demi-sphères qui sont emboîtées, sur lesquelles sont vissées d'ailleurs les étoiles. Et puis, tout en haut, un empiré, hein, donc une espèce de balcon où les élus peuvent regarder un petit peu les mortels, ça les occupe un peu, et quelques kilomètres en hauteur. Tout d'un coup, tout est vertigineux, tout est décalé, on découvre que notre cosmos est immense, et que, en plus de ça, eh bien, le Soleil est au centre du système. Donc voilà, des choses qui bouleversent complètement. On découvre de nouveaux horizons, le nouveau monde. Hein, notre monde vient d'en trouver un autre, disait Montaigne, juste une génération avant Saint-François de Sales. Et puis, ben, ce que croyait stable aussi, la Sainte Église, eh bien, elle se déchire. Elle se déchire avec, effectivement, des options protestantes. Nous sommes ici à 40 km de Genève. Il y a un prêtre de Montligeon qui est venu ici, il m'a dit, voilà, je viens un petit peu parler des âmes du purgatoire, et alors je lui ai demandé bêtement, vous savez, les religions, on est quelquefois un peu bêtes, je lui ai demandé, mais
est-ce que vous pourriez me rappeler le fondement scripturaire du purgatoire? Il m'a regardé, il m'a dit Genève 40 km, c'est ça? Ok, non, je... Alors, François de Sales, donc, va naître dans un milieu privilégié, mais avec, je veux dire, un défi qui est très intéressant aussi, qui est celui du déterminisme. C'est-à-dire qu'au fond, son existence semble déjà prédéterminée. Et c'est un peu l'impression que je vois chez un certain nombre de jeunes. Quoi qu'il arrive, de toute façon, le monde est pollué, il vaut mieux pas avoir d'enfants, tout va vers la catastrophe, etc. Alors, on n'est pas dans quelque chose d'aussi négatif à l'époque de François de Sales, on est plutôt dans un optimisme très conquérant, mais les choses semblent très déterminées pour l'aîné de la famille de Sales, qui vient au monde donc en 1567. Son père est un Savoyard, retraité de l'armée. C'était assez intéressant à l'époque d'ailleurs, parce qu'il pouvait servir aussi bien dans l'armée savoyarde que dans l'armée française. Hein. Les uns et les autres étant quelquefois en opposition. Ça permettait de connaître les collègues, hein, c'était pratique. Hein. Et donc, qui va se marier fort tardivement avec une femme très jeune, qui aurait l'âge aujourd'hui d'être en première. Hein. Donc voilà, mais c'était courant à l'époque. François de Sales, faillit d'ailleurs ne pas grandir, puisque c'est un enfant prématuré, et il va être sauvé par sa grand-mère. C'est toujours bien les grand-mères de ce point de vue-là, Dame Chevron-Villette, qui va inventer d'ailleurs une couveuse, bien avant tout le monde, puisqu'elle va le mettre dans un bornal, c'est-à-dire un récipient qui normalement recevait le miel, mais avec du coton. Hein. Alors, il n'a pas été élevé dans le coton après, ne vous inquiétez pas. Et puis l'emmener dans un endroit, une de ses propriétés, où il y avait beaucoup de sapins, et donc une très bonne atmosphère hein, au niveau oxygène. Voilà. Alors il va grandir avec un caractère tout à fait impétueux. C'est-à-dire que souvent, on dit Saint François de Sales, apôtre de la douceur. Hein. Et certains rajoutent, il est un peu mielleux. Non, parce qu'il aime beaucoup la comparaison des abeilles. Ben oui, mais pas pour ça qu'il est mielleux. Hein. Et on peut penser que oui, il doit être un petit blondinet bien doucereux, bien gentil, etc. En fait, c'est un caractère très impétueux qui aurait pu être un fanatique, comme il y en avait tant à l'époque avec la Ligue. Tout petit épisode, son père, alors qu'il est tout jeune encore, reçoit un ancien collègue militaire qui est passé au protestantisme. Son père est un catholique fervent, mais il accepte cette amitié hein, qui a toujours été, et il reçoit cet ancien collègue protestant. Et ça ne plaît pas au gamin. Le gamin trouve ça inacceptable. Alors c'est l'époque où on ne s'affrontait pas directement avec son père, hein, c'est un petit peu différent maintenant. Et alors, il va faire quelque chose d'assez étonnant. Sous les fenêtres voilà, de la salle où son père reçoit cet ami, il va prendre un grand bâton et il va se précipiter sur les poules qu'il va assassiner à un grand coup de bâton en criant « Sus aux hérétiques ». L'œcuménisme un petit peu à parfaire. Voilà. Un autre petit épisode, par exemple, son père lui avait interdit d'aller à la cuisine du château, c'est dangereux, c'est pas sécurisé, et y aller sans arrêt, évidemment, les enfants, quand c'est interdit, ça les intéresse, puis en plus il faisait chaud dans la cuisine, et il y avait des bonnes choses à manger. Hein. Alors il y va, et puis le cuisinier avait une pédagogie assez peu salésienne, en fait. Hein. Donc c'était un Savoyard. Et alors il se dit, je vais donner une leçon cuisante, vous allez comprendre pourquoi, à l'enfant. Donc il sortait des pâtés avec des pinces, et l'enfant tend la main, il lui en met un directement dans la main. Donc l'enfant, normalement, aurait dû hurler et partir en courant. C'est pas ce qu'il fait. Il prend le pâté, il le mange devant le cuisinier, il se brûle la main, la bouche, et il regarde en face. Voilà. Ça, c'est caractère savoyard, vous voyez. Enfin, ça, c'est... Bien. Alors, quelques études localement, et très vite, on va envoyer François de Sales à l'étranger, hein, avec ses cousins d'ailleurs, puisque la noblesse savoyarde n'hésitait pas à expatrier ses enfants pour qu'ils aient une bonne éducation, une ouverture d'esprit, etc. On va l'envoyer en France. Rappelons que ici, c'est pas la France hein, à l'époque. Hein. On a compris que c'est le duché de Savoie, hein, qui est à cheval des deux côtés des Alpes. Hein. Donc il part en France, à l'étranger,
avec un choc d'ailleurs, il a une douzaine d'années, en traversant la France. On lui dit que c'est le plus beau royaume du monde. On dit encore ça quelquefois, mais c'est plus très vrai. Hein. Bon, voilà. Et donc, c'est en ruine. Le royaume est en ruine. Il passe dans des lieux sinistrés, brûlés, des églises saccagées, des vergers coupés, des cimetières agrandis. Guerre de religion. Atroce. Il arrive à Paris, où il va faire des études chez les jésuites. Hein, voilà. Donc, collège de Clermont, il y a une partie de la noblesse française qui est là, et ça se passe plutôt bien, il est doué, etc. Et puis, va advenir, quand il a une vingtaine d'années, une crise profonde qui, je pense, explique pas mal de choses au niveau de sa spiritualité. Cette crise, elle est en fonction du déterminisme, de ce que l'on appelait à l'époque la prédestination. Alors, qu'est-ce que c'est la prédestination? Ben, écoutez, c'est une façon d'expliquer assez facilement l'énigme du mal. Vous êtes voilà, dans le métro, des malfrats vous arrachent votre sac et vous tapent dessus, vous allez vous demander, mais comment se fait-il que Dieu permette que des gens soient aussi malfaisants? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu, tu permets ça? Alors, quelquefois, les ecclésiastiques ont envie d'avoir réponse à tout. Excusez-moi. Bon. Et alors, donc, l'explication est assez simple. C'est que Dieu, sa plus belle prérogative, finalement, je veux dire, ce qu'il y a de plus grand en lui, c'est pas sa bonté, comme on dirait maintenant, c'est sa justice. Dieu est juste. Voilà. Dieu est juge. Et à ce moment-là, on extrapole un petit peu en disant, au fond, imaginez un juge qui n'ait jamais personne à condamner. Franchement, il est au chômage. Hein. Il n'a plus qu'à livrer des pizzas. Bon. Alors, Dieu, pour exercer sa justice, va créer, en omniscience, des gens mauvais, sur lesquels il va pouvoir exercer sa divine justice. Puis des gens prédestinés à la sainteté. Alors, ils se reconnaissent assez facilement. Pousilazum Grex, le petit troupeau, des gens vertueux, qui déjà, quand ils sont bébés, le vendredi, refusent de téter le sein maternel, parce que c'est vendredi. Hein. Et donc, voilà, des prédestinations qui sont... Et puis, la plupart des prédestinés le sont à l'enfer. Christ crucifie janséniste. Toute petite proportion de sauvés, immense proportion de damnés. D'accord? Et donc, d'ailleurs, une partie de la satisfaction des bienheureux sera de voir le châtiment des damnés. Alors, je caricature un tout petit peu, mais à peine. C'est-à-dire qu'au fond, on va être sur une prédication extraordinairement culpabilisante et qui est évidemment une extrapolation de passages comme la porte est étroite, etc. Et donc, François de Sales est un garçon scrupuleux et un garçon qui va prendre de plein fouet cet enseignement de la prédestination. Il a des tentations et il a 20 ans. Ok, que apparemment ça dure même après 20 ans les tentations. Enfin, je sais pas, je parle comme confesseur vraiment, et à titre personnel aussi bien sûr. Mais voilà, on est à quand même une cour qui n'est pas forcément très vertueuse, la cour de France, etc. On ne sait pas très bien, hein, il ne s'est pas étalé là-dessus, mais ce qu'il comprend, c'est qu'il est sûrement damné. Qu'il est sûrement damné. Et à ce moment-là, à quoi sert la vie ? À quoi ça sert de faire des études si, in fine, c'est pour se retrouver en enfer, dans la damnation éternelle, et l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Alors, vous savez, si c'était la fin du monde demain, et que vous en étiez sûr, peut-être que vous ne vous activeriez pas beaucoup pour votre déclaration d'impôt. Donc, effectivement, à quoi ça sert la vie ? Et malheureusement, moi je vois quelquefois des jeunes qui sont dans cette désespérance. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de passer le bac ? Pourquoi veux-tu que je fasse ça ? À quoi ça sert de se lever le matin, etc. Et François de Sales va aller dans cette dérédiction. Il va prendre de plein fouet cet enseignement pessimiste et il va faire une dépression, on peut appeler ça comme ça s'appelait pas comme ça, on disait mélancolie.
avec une anorexie, ce qui est très rare chez les garçons. J'ai eu quelques élèves, plutôt filles, qui ont quelquefois des anorexies. C'est extrêmement préoccupant, bien sûr. Mais lui va vivre ça, très profondément. Bon, alors on lui dit, tu devrais aller au carnaval. Le carnaval, qu'est-ce que je vais au carnaval? Tu devrais manger. Bon, ça sert à rien, je vais faire des études, mais pourquoi? Alors il inquiète, notamment un brave ecclésiastique savoyard, un monsieur Deshages, qui est chargé de veiller un peu sur lui, ses cousins. Et finalement, il va se sortir de cette crise, je dirais, vraiment fondatrice, devant la Vierge Marie. Chapelle Notre-Dame-des-Grès à Paris. Il va se traîner là, et puis il y avait une prière, souvenez-vous, que jamais on a entendu dire, etc. Bon. Et donc, il va regarder l'enfant dans les bras de Marie. Il va se dire, au fond, si Dieu se fait fragile, si Dieu se fait humain, si Dieu se fait une telle vulnérabilité par amour, c'est quand même pas pour nous damner tous. C'est pas possible. Alors, pardon, Saint Augustin, pardon, Saint Thomas, qui n'avait pas dit de telles bêtises, hein. Enfin, on avait un peu extrapolé. Mais il va faire la découverte, véritablement, d'un Dieu de tendresse et d'amour, d'un Dieu qui aime sans condition. C'est sa conviction la plus profonde. À partir de là, il va se libérer de cette angoisse. Il y aura des rechutes, hein, mais c'est comme ça au niveau spirituel, on ne se libère pas forcément tout d'un coup. Hein. Mais voilà, globalement, je dirais, cette intuition fondamentale, s'il y a une prédestination, c'est qu'on est tous appelés à la sainteté. On est tous appelés à la sainteté. Le pape le reprend régulièrement. Nous avons un pape jésuite, qui s'habille comme un dominicain, qui a pris un nom franciscain, mais qui est salésien. Et donc, voilà. Donc, à partir de là, évidemment, les choses, il va les entrevoir tout à fait différemment. Et puis, un appel à être d'église, c'est-à-dire à répondre à une vocation, et l'église de son diocèse, hein, c'est-à-dire, au fond, ben voilà, sur son église. Et donc, poursuivre des études. Alors, son père va l'exfiltrer de Paris, parce que figurez-vous qu'à l'époque, les Parisiens étaient agités. Ils faisaient des barricades, et ils avaient tué un certain nombre de gardes du roi, des barricades, parce qu'ils trouvaient que le roi était trop mou dans sa répression contre les protestants. Charmant, hein. Bon, voilà. Alors, donc, il retourne dans son pays, donc du côté d'Annecy, et son père va l'envoyer à Padoue. Padoue, c'est en Italie actuellement. À l'époque, c'est une cité-État, une université de très grand renom, avec vraiment une jeunesse intellectuelle qui vient de toute l'Europe. Et on a même retrouvé à l'époque où était Saint François de Sales, étudiant, la visite d'une délégation du Cathay, c'est-à-dire de Chine. Donc il faut le faire. Voilà. Et là, donc, effervescence intellectuelle très forte. Donc il va, effectivement, c'est là où on fait les premières observations, grâce donc aux lunettes télescopiques, etc. Il y a là aussi un amphithéâtre de dissection anatomique des cadavres. On commence à faire des études en médecine de plus en plus. Alors, ils étaient assez habiles, hein, parce que, évidemment, l'Inquisition n'appréciait pas trop la dissection des cadavres en public. Et alors, les professeurs de médecine avaient trouvé une astuce. Hein. C'est là qu'il y a le premier amphithéâtre de dissection comme ça pour le public. Et ils disaient, en fait, on fait une prière. En fait, on loue le Seigneur pour sa création, et la dissection à laquelle vous allez assister est en fait une louange à Dieu pour voir la beauté de ces créatures et de cette complexité de notre corps. Enfin voilà. Donc, beaucoup d'ouverture au niveau intellectuel, et il va revenir finalement, je vais dire bardé de diplôme, il est docteur en droit religieux, droit civil, etc., 2 doctorats, et voilà, c'est l'aîné de la famille. Il est normalement destiné à prendre la tête de la famille. Son père maintenant se fait âgé, il a des enfants très, très âgés, et donc il doit reléguer, hein, tu honoreras ton père et ta mère, il doit donc reléguer son père à la tête de la famille. Alors son père, quand il arrive donc ainsi, triomphant de ses études, lui fait 3 cadeaux. Un château,
c'est plutôt bien, ils en avaient un certain nombre. Hein. Une bibliothèque, bon ça c'est pas ce qui ferait rêver les lycéens aujourd'hui, mais à l'époque c'est quand même extraordinaire. Il s'est bien renseigné, hein, il a pris tous les usuels de droit les plus importants, il était bien conseillé, et une épouse. Alors il était bien conseillé aussi, il s'est dit, voilà, il faut la choisir avec soin pour que ça marche bien avec mon fils, il faut qu'elle soit intelligente, jolie et pieuse. C'est pas toujours facile à conjuguer tout ça. Hein, donc, ouais, c'est le cas. Hein. Et il l'emmène voir Salanche, cette future épouse. François reste très impavide, son père se fâche un peu, mais tu l'as vu? Et oui, je l'ai vu, oui, mais je ne l'ai pas regardé. Et alors, tension extrême, il lui annonce, voilà, je vais être d'église. Alors, c'est pas du tout le plan. Le père de François de Sales, M. de Boisy, hein, donc François de Boisy aussi, n'était pas contre le fait que l'un de ses enfants soit prêtre, mais pas l'aîné. Pas l'aîné. D'ailleurs, son frère plus jeune sera évêque à son tour, hein, donc Jean-François de Sales. Et donc, là, c'est extrêmement tendu. C'est extrêmement tendu, hein, donc voilà, scène. Et alors, il va y avoir un petit complot des cousins de François, de quelques jeunes chanoines aussi, parce qu'à l'époque les chanoines étaient jeunes, pardon, excusez-moi. Et donc, ils vont en cachette demander au pape des lettres voilà, pour que François de Sales soit nommé prévôt du chapitre. Prévôt du chapitre, c'est le numéro 2 du diocèse à l'époque. C'est donc l'adjoint direct, alors on n'est pas vraiment le système de vicaire général à l'époque. C'est donc le deuxième personnage, et c'est quand même extraordinaire, parce qu'on va nommer prévôt du chapitre un garçon qui n'est même pas prêtre. Mais ça, jeune personne à l'époque. Il est tonsuré, hein, il a une petite mèche, c'est quand il avait 12 ans, hein, bon. Et donc il peut recevoir ce titre. Alors ils arrivent auprès de M. de Boisy en disant, écoutez, félicitations, votre fils, qu'est-ce qu'il y a? Votre fils est nommé prévôt du chapitre, bravo. Et comme ça va passer avec l'élan, quoi. Hein. Et François de Sales va donc très rapidement être ordonné sous-diacre, diacre, prêtre, etc. Et assez rapidement aussi, on va considérer qu'il est en réalité l'évêque coadjuteur, hein, c'est-à-dire qu'il prend la place. Autrement dit, il va vraiment, je veux dire, profiter ici, on pourrait dire, voilà, d'une situation nobiliaire, mais dans laquelle il a vraiment le désir d'être au service, très profondément. Et sa première mission sera une mission d'ailleurs très exposée, parce qu'il va accepter, alors que les volontaires manquent, c'est le moins qu'on puisse dire, de partir en Chablais. Alors ça, évidemment, ça ne va pas vous parler beaucoup. Il faut être savoyard pour comprendre ce qu'est le Chablais. C'est la partie de la Haute-Savoie qui se trouve le long du Léman. D'accord ? Voilà. Et quand on parle de caractère chablaisien, les Savoyards se regardent en souriant. Donc, pour vous donner une petite idée, aux Alinges, je ne crois pas que vous y alliez, hein, donc il y a un château où François de Sales se réfugiait quand il était en mission, parce que sa vie était menacée, et à quelques centaines de mètres, il y avait un autre château, et ces deux châteaux se sont fait la guerre pendant plusieurs siècles. Ça, c'est